L'année nouvelle a commencé avec l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis le samedi 3 janvier 2026. Plusieurs voix se sont levées dans le monde pour dénoncer ce que certains ont appelé la mort du droit international et son remplacement par celui du plus fort ou la loi du Far West. Chers parents, le 3 janvier, c'était le samedi passé, quand on s'est réveillés tous, on a été surpris. Et dans cette surprise-là, certains ont été choqués, certains ont été très heureux, certains sont restés observateurs de la situation, en essayant de toujours regarder les choses sans se laisser pénétrer pour dire la réalité de ce que notre monde est. Et moi, je me retrouve dans cette troisième catégorie pour dire que les faits, les événements, ça ne me fait ni chaud ni froid, mais ça me permet de regarder la nature du monde et de me poser des questions. Est-ce qu'en vérité, la nature humaine a changé? Et donc, qu'est-ce qui peut être plus surprenant encore sous le soleil dans lequel nous sommes? Voilà que le 3 janvier, quand on se réveille, en tout cas Nicolás Maduro est aux mains des Américains. Il est arrêté. Tout le monde connaît les raisons. Et chacun peut dire ce qu'il a à dire. Chacun a raison. Mais il y a des réalités là. À l'instant où vous êtes là, je peux vous demander, tapez sur Google, là où vous êtes actuellement, tapez sur Google le salaire minimum au Venezuela. Si vous tapez le salaire minimum au Venezuela, je crois que votre surprise sera désagréable. Le salaire minimum au Venezuela est de 5 000 francs CFA. C'est-à-dire, Nicolás Maduro, ceux qui l'aiment là, c'est vous que j'interpelle. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est vous que j'interpelle. Un pays qui est un scandale des hydrocarbures, un pays qui a un des réserves de pétrole les plus énormes au monde, un pays qui est rempli de gaz, un pays qui est rempli d'or, un pays qui est rempli de matières premières. Ce pays-là, pour vous dire la vérité, même dire 5 000 francs, c'est être généreux. En réalité, quand tu tapes, selon le cours du jour, là, c'est 0,94 $. Ça veut dire 4 800, 4 700. C'est ça que le salaire minimum, c'est-à-dire le salaire d'un homme en un mois. Pour ce que je viens de vous dire de ce pays-là, même vivre au Mali est mieux que d'aller vivre au Venezuela. C'est-à-dire le salaire minimum là, c'est-à-dire le salaire d'un homme en un mois là, le salaire minimum là-bas, Abidjan, en Côte d'Ivoire là, c'est 75 000 là. Pour eux là, 75 000 par mois en Côte d'Ivoire là. Pour eux c'est 5 000, ça vaut même pas 5 000 même. Hier, quand moi j'ai regardé, c'était 0,94 $. Vous savez, le salaire minimum en un mois là, c'est 1 $. C'est vrai, la qualité du pétrole qu'ils ont, ce n'est pas la meilleure qualité au monde. Mais il y a des pays qui n'ont pas ça, mais qui essaient de s'en sortir et qui donnent un mieux-être à leur population. Le pétrole qu'ils ont là, c'est un pétrole qui est lourd. Et donc pour exploiter, c'est difficile. Et en même temps encore, si tu veux exploiter, on appelle ça le pétrole brut, lourd. C'est un pétrole là. Si tu prends la stratégie qu'on utilise, sur chaque baril là, tu ne peux récolter que 20%. Ça veut dire que le pétrole là, il n'est pas de très très bonne qualité. Et qu'est-ce que les Américains ont fait? Les Américains disent, c'est vrai, votre pétrole n'est pas de bonne qualité, mais nous allons développer un matériel avec des raffineries. Là où sur un baril, on ne peut récupérer en réalité que 20%, les Américains sont venus au Venezuela, ils ont installé des dispositifs avec des centrales de raffinement et sur chaque baril, ils arrivent à extraire 70%. Bon, c'est ce qu'on dit aux Africains là. L'Afrique est riche, l'Afrique est riche là. Bon, le pétrole vénézuélien là, si c'est pas les Américains là, personne ne peut l'extraire et peut avoir un bénéfice dessus. Si ce pétrole là, il est là, les Vénézuéliens eux-mêmes ne peuvent pas l'extraire. Les Vénézuéliens n'ont pas la technologie. Les Américains viennent, ils disent, votre pétrole là, c'est nous seuls, on a la technologie. Sur chaque baril là, au lieu que quelqu'un vienne exploiter pour que vous ayez seulement 20% là, nous on peut venir exploiter jusqu'à hauteur de 70%. On peut améliorer la qualité et comme ça on va vous aider.
avant Hugo Chavez, ils disent il n'y a pas de problème, tout fonctionne bien. Les Américains installent tout ce qui est comme plateforme pétrolière. Ils font le travail. Bien avant l'époque de Hugo Chavez, jusqu'à arriver à Nicolas Maduro, les Vénézuéliens vivaient très bien. Parce que les dirigeants qui étaient là, les gens disaient qu'ils étaient corrompus, mais au moins les Vénézuéliens vivaient très bien. Quand Hugo Chavez vient, ils commencent leurs histoires de révolution. Ils font du tohu-bohu partout. Mais, il faut le reconnaître, Hugo Chavez, lui au moins, l'argent du pétrole et des ressources du Venezuela, là, il a pris pour construire beaucoup d'écoles. Il a pris pour construire beaucoup de logements sociaux. Et il a pris l'argent pour aider les populations. C'est après cela maintenant. Quand Hugo Chavez va décéder en 2013, c'est là maintenant que Nicolas Maduro prend le pouvoir. Quand lui, Nicolas Maduro, prend le pouvoir maintenant, il dit, ya, Hugo Chavez ne savait même pas. C'est Hugo Chavez. Mais quand tu prononces en espagnol, Hugo Chavez. Donc maintenant, Hugo Chavez dit, Nicolas Maduro dit, mais Hugo Chavez, toi tu étais un idiot. Toi tu viens, il y a tout ça là. Et puis bon, comme Gbagbo là, le pays là, tout est déjà fait. Tout est déjà réussi. Hugo Chavez a fini de faire le travail. Donc il n'y a plus rien à faire. Donc c'est la fête maintenant. Donc qu'est-ce que lui vient à partir de 2013? Il se met maintenant sur l'argent là. Il ne partage plus avec quelqu'un. Il est devenu le pharaon tout en Camon. J'ai dit, l'argent de pétrole, tout ça là-haut, il prend et puis il met dans sa poche. Il a développé ce qu'on appelle les pro-Gbagbo là. Les jeunes miliciens là, au Venezuela, on les appelle les sortiros. On les appelle les sortiros. C'est-à-dire, l'armée officielle là, c'est peut-être 200 000 personnes. Mais il a armé plus de 3 millions de ces gens-là. Pour se protéger. Il leur a distribué des kalash. Et maintenant là, il impose une rigueur de fer dans ce pays. Et la population, comme je vous l'ai dit, le salaire minimum a brutalement chuté pour tomber à $1 par mois. Donc les gens ne pouvant pas rester dans ces conditions décident donc de quitter ce pays pour aller chercher un mieux-être, pour aller chercher à bien vivre ailleurs. Et en Amérique, la zone qui donne envie de rêver et qui est le plus proche, c'est comme de la manière nous, on prend la Méditerranée là. C'est parce que c'est la partie la plus proche de notre bonheur. C'est-à-dire que si tu n'as pas les moyens là, et que tu veux marcher là, ou même que tu veux caler là, la partie la plus proche de nous là, c'est de traverser la Méditerranée pour entrer en Europe. En Amérique latine, c'est la même chose. La partie la plus proche où tu peux aller vers ton bonheur là, c'est rentrer aux États-Unis. C'est là que plus de 8 millions de Vénézuéliens vont se disperser dans le monde. Mais la majorité se retrouve aux États-Unis. Et aujourd'hui, maintenant, les États-Unis disent, il y a trop de personnes chez nous. Et ce qu'on constate, la majeure partie de ces gens-là, ce sont des bandits, ce sont des brigands. Et ils remplissent chez nous. En plus, encore, quand ils viennent encore, vous les utilisez comme des relais pour faire circuler la drogue et tout ce qui est négatif. Donc, le droit à l'asile qu'on donnait aux gens du Venezuela, là, comme pour beaucoup d'autres pays, là, Trump a mis fin à ça. Et quand il a mis fin à ça, il dit à Hugo Chavez, à Maduro, tes ressortissants qui sont là, il faut les reprendre. Il dit, lui, il s'en fout. Il dit ça en espagnol, la vidéo est là. Que si l'autre là, le président Trump est un garçon, que lui il attend le président Donald Trump. Que lui il attend le président Donald Trump et que le président Donald Trump est un lâche. Ok. En plus de cela, l'incident dont je vous ai parlé, quand ils ont nationalisé les entreprises d'extraction de pétrole là, dans le droit international, quand un pays qui n'a pas la technologie décide de négocier, par exemple, comme l'uranium à travers la Somaïr, où Orano est entré en contact avec la Somaïr, et puis maintenant ils étaient en train d'extraire l'uranium, et puis un coup, à partir de janvier 2025, quand le putschiste Tiani vient au pouvoir, il dit, bon, lui, il a nationalisé Somaïr, il met ça au compte de l'État du Niger. C'est la même chose qu'ils ont fait au Venezuela avec les champs de pétrole et les sites pétroliers qui ont été installés par les Américains. Les gens disent, bon, comme c'est comme ça, là, payez nos droits. La technologie qu'on a installée là, payez nos droits. Ils disent qu'ils ne payent pas.
Les gens disent, il n'y a pas de problème. Quand vous n'allez pas payer. Donc, il y a une accumulation de problèmes qui sont là. En plus de cela, Nicolas Maduro, il se transforme en l'homme des Russes et des Iraniens en pensant que ceux-là vont être des protecteurs pour lui, pour pouvoir être un point pour déstabiliser la sécurité intérieure des États-Unis. Donc, si on vous explique certaines choses, c'est pour que les gens comprennent. Je ne suis pas là pour que vous soyez d'accord avec ce que je dis. Et je le dis, prenez le temps d'aller vérifier ce que je dis. Maintenant, là, je ne suis pas là pour que des gens soient d'accord. Je ne suis pas là pour que les gens ne soient pas d'accord. Je suis là pour mettre les faits, pour les exposer. C'est à chacun d'aller voir et de prendre ce qu'il veut dedans. Et là, maintenant, quand maintenant les États-Unis réagissent, on voit certains qui nous rappellent que le droit international est bafoué, qu'aujourd'hui le droit international est remplacé par la loi du plus fort, ou bien la loi du Far West. Mais c'est bien beau. Quand toi, tu n'as pas une technologie, que tu décides d'un accord international pour installer une multinationale sur ton pays, et qu'un putschiste de ton pays vienne dire que lui, il prend cette société-là et confie cette société-là, est-ce que ça aussi, ce n'est pas une violation du droit international? Parce que quand les compagnies viennent s'installer dans un pays, elles tiennent non seulement compte du droit de ce pays-là, mais elles aussi signent des accords internationaux puisque c'est entre une compagnie et un pays. Donc ça rentre dans le cadre du droit international. Maintenant, quand des putschistes viennent, comme au Niger, ou bien comme au Venezuela, dire, comme nous on est des révolutionnaires, là, nous on prend cette société-là et on ne vous donne rien. Est-ce que ce n'est pas une violation du droit international? Quand Vladimir Poutine se lève pour aller attaquer l'Ukraine, est-ce que ce n'est pas une violation du droit international? Mais parce que cela vous plaisait, ce n'était pas, vous ne voulez pas voir ça. En réalité, là, ce que Trump a fait là, oui, c'est une violation du droit international. Oui, c'est la loi du plus fort. Mais c'est ce que la Russie a fait en Ukraine. C'est ce que Tiani a fait avec Orano. Orano qui est une société d'État française qui rentre en contact avec les autorités légales du Niger pour signer des accords pour extraire l'uranium. Un matin, après un coup d'État, Tiani dit, bon, moi je prends la société même, je la nationalise, mais je ne dédommage pas Orano. Et je vais vendre encore l'uranium. Ça là, c'est une violation du droit international. Et donc là, on ne pourra pas faire deux poids, deux mesures pour dire comme les autres là, je les aime là. On ne peut pas cacher la vérité, c'est ce que je vais vous dire. Et donc là, si on veut critiquer, il faut critiquer les faits et dire tout et ne pas choisir de camp. Sinon, vouloir jouer à la politique de l'Autriche pour essayer de favoriser un ou bien essayer de se tirer la couverture, ça ne marche pas. Ça a toujours été dans tous les cas le droit international qui a été bafoué. Quand Laurent Gbagbo signe des accords internationaux à partir de l'ONU, que l'ONU va certifier les élections et qu'il ne les respecte pas, c'est une violation du droit international. Ça aussi, il faut le rappeler. Quand les opposants ivoiriens font intervenir les forces parallèles et des forces étrangères dans nos élections, c'est une violation du droit international. Et ces faits-là, il faut être capable. Si Alassane Ouattara n'était pas fort pour imposer la loi du plus fort, vous les Ivoiriens, vous serez en train de mourir aujourd'hui sous la loi du plus fort des opposants s'ils avaient réussi. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? La loi du plus fort n'est pas une chose nouvelle sur la terre. La loi du plus fort, c'est le plus faible qui en parle. Sinon, le plus fort lui-même ne sait pas qu'il est fort. Il ne fait que ce qui est normal. Et je vous donne des exemples en un point finir. Si les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens qui étaient censés attaquer la Côte d'Ivoire avaient réussi là, c'est vous les Ivoiriens là, aujourd'hui là, qui avez supporté Alassane Ouattara pour aller aux élections là, c'est vous qui allez crier à l'injustice parce qu'ils allaient appliquer la loi du plus fort. Mais pour eux, ils allaient appeler ça la justice. Mais c'est parce que Alassane Ouattara aussi n'est pas un homme faible. Certes, il est seul, mais il est fort. Il a pu imposer sa loi. Et donc là, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en paix, la Côte d'Ivoire en stabilité. Et s'il n'était pas fort, il ne serait pas capable de faire ça. Et s'il n'était pas capable de faire ça, vous là, vous ne serez pas vivant aujourd'hui. Donc venez me dire que la force que Alassane Ouattara là, venez me dire que c'est pas bon.
Si Alassane Ouattara n'était pas plus fort que l'axe du mal qui devrait nous attaquer pendant ces élections-là, est-ce que vous seriez là aujourd'hui en train de m'écouter? Est-ce que vous seriez là aujourd'hui pour avoir l'esprit tranquille? Mais c'est comme ça que le monde est. Et ça n'a pas changé. J'aimerais savoir ce qu'il y a de nouveau sous le soleil des relations internationales. Depuis quand le droit international a-t-il été autre chose que celui du plus fort? Au XVe siècle, les Européens ont découvert une terre qu'ils ont appelée Amérique. Ils y ont trouvé des êtres humains et beaucoup de richesses. Comme s'ils étaient des chrétiens, ils ont discuté pendant de longs mois avec Valladolid en Espagne pour savoir si ces êtres qu'ils avaient baptisés les Indiens, entre guillemets, avaient une âme ou non. L'enjeu était de savoir si l'on pouvait les réduire en esclavage. À la fin de ce que l'on appelait la controverse de Valladolid, on conclut qu'ils avaient bel et bien une âme et qu'il ne fallait donc pas les réduire en esclavage. On décida donc de les massacrer, très chrétiennement, pour les déposséder de leurs terres et on importa en masse des Africains sur des terres pour servir d'esclaves. Parce qu'ils étaient entendus que cela ne pouvait pas avoir d'âme. Donc, on va bien vous dire l'histoire de ce monde pour que ceux qui sont choqués se souviennent. Hey, ce monde-là, les choses changent. Est-ce qu'avant, là, nos mamans, là, elles avaient les maquillages que vous avez aujourd'hui, chère mère? Mais pourtant, nos grands-parents les ont mariés et ils ont fait des beaux enfants comme vous et moi. Ils ont fait des beaux enfants comme vous et moi. On n'est vu qu'avec ce que notre époque nous offre. Aujourd'hui, avec le maquillage et autres, toutes nos femmes sont belles. Mais on les aime comme ça. Parce que c'est comme ça que notre temps fonctionne. Mais l'être humain et ce monde-là a toujours fonctionné avec les règles des plus forts. Les plus faibles n'ont jamais dominé. Et la loi, vous ne pouvez jamais me donner dans l'histoire de ce monde-là, depuis l'époque d'Adam et Ève, jusqu'à aujourd'hui, où les plus faibles ont imposé une loi. Venez me montrer dans un pays où la loi des plus faibles s'est imposée aux plus forts. Donc c'est vouloir se distraire et se blaguer soi-même que de se dire, non, pourquoi aujourd'hui ceci est fait, cela est fait. Cela est fait parce que c'est comme ça que les choses ont toujours fonctionné. Le droit international, là, c'est bien sûr la loi des plus forts. Vous voulez des exemples encore? Bon, au 15e siècle, là, les Américains, les Européens, les Espagnols, ils ont découvert, quand je parle des Américains, je parle des Anglais, avec les Français et les Portugais. Ils étaient en train de se promener. Et puis ils ont vu l'Amérique. Ils disent, ah, ça aussi c'est une bonne terre. Et puis, ce qu'on veut chez nous là, tout est ici déjà en abondance. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils disent, non, 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 attendez d'abord. Mais on voit des gens, ils portent des feuilles, ils ont des habits et puis ils ont les nez percés, tout. Bon, vous savez, on va les appeler les Indiens. Ok. Ils sont retournés, ils sont allés demander à l'église catholique. Ils disent, voilà les hommes qui sont là-bas. Bon, ils ont la peau un peu blanche, mais bon, on se demande, est-ce que c'est vraiment des hommes? Est-ce qu'ils ont une âme? C'est l'église qui a décidé. L'église dit, bon, selon la description que vous donnez là, oui, il y a âme dans eux. Il y a âme dans eux. Donc, ce que vous allez faire, faites ça en douce. C'est ce qu'on va appeler los conquistadores. Hein? Essayez quand même de les massacrer avec douceur. Voyez-vous? Essayons de les massacrer avec douceur. Allez demander à ces personnes, il y a combien qui survivent. Et souvenez-vous des films western qu'on regardait. C'est ça qu'on appelle douceur. Quand ils vont dans un village indien, là, c'est ce qui se passe là. Les films western qu'on avait l'habitude de regarder dans les années 80, là. C'est ça qu'on a appelé massacrer de la douce. Mais c'était ça la loi du plus fort. Et aujourd'hui, vous savez où ces Indiens se retrouvent? On les a mis dans des parcs. C'est-à-dire, les restants, là, on les a mis dans des parcs comme Zoo d'Abidjan, là. Et puis même là, même en Amérique ici, là, tu te promènes là, tu les vois même pas. Le petit restant là, tu te promènes même, tu ne vois pas. Tu dois te déplacer pour aller les regarder comme dans Zoo. Et quand ils ont fini, ils ont pris les terres,
Ils ont pris toutes les richesses. Et après, maintenant, ils se sont dit, mais on aura besoin que des gens viennent mettre en valeur cette terre. Et les meilleurs prototypes qu'on a trouvés, c'est toi et puis moi là qu'on a trouvé. On dit, eux là, eux ils sont noirs. Et puis quand tu les regardes, donc eux là, eux n'ont pas d'âme. C'est l'église qui leur a dit ça. L'église catholique là. C'est l'église catholique là qui leur a dit ça. Que l'homme noir n'a pas d'âme. Donc vous pouvez les utiliser. Et le monde a fonctionné avec ça sur plusieurs siècles. Que l'homme noir n'a pas d'âme. Donc on peut l'utiliser comme on utilise un âne. On peut l'utiliser comme on utilise un bœuf. On peut l'utiliser comme un objet. Allez lire le code de l'esclavage. Où l'homme noir n'était qu'un bien meuble. C'est-à-dire, l'homme noir était considéré, une table même était mieux considérée que vous. On a vécu dans ça. Et ça là, si tu ne connais pas, que tu te laisses aujourd'hui choquer par les événements là, entre des blancs là, faut te dire, quand ils vont arriver sur toi le noir là, est-ce que ça ne sera pas plus brutal que ce qu'ils ont fait à Maduro? Au lieu de t'apitoyer sur quelque chose que tu ne maîtrises pas, il serait mieux que tu t'apitoies sur toi-même et de savoir où mettre les pieds. Parce que ça, c'est d'abord entre eux les blancs. Maintenant, quand ils vont venir vers toi, le négrillon, là, quand ils vont te rappeler que tu n'as pas d'âme, là, tu vas voir que même ce qu'ils ont fait à Maduro, là, c'était petit. Montesquieu, qui était l'un des grands penseurs français de l'époque, écrivit très sérieusement qu'il ne pouvait imaginer que Dieu, qui était si sage, ait placé une âme, surtout une âme bonne, dans un corps aussi noir. On mit au point un code noir pour régir le traitement à accorder à ces Africains, considérés comme des biens meubles, c'est-à-dire qu'ils n'appartenaient pas à la catégorie des humains, et par conséquent, pouvaient être vendus, mutilés, tués. C'était le droit de l'époque. Plus tard, les Européens vinrent sur le continent africain pour se le partager. Au nom du droit international de l'époque, issu de la conférence de Berlin, ils en furent de même un peu partout dans le monde où les Européens purent conquérir des terres. Ils imposèrent leurs lois parce qu'ils étaient les plus forts. Et donc, l'auteur français Montesquieu, que vous connaissez, dont vous appréciez beaucoup les textes, quand ils vont se rendre compte que l'homme noir n'est pas différent de l'homme blanc, dans un de ses écrits, il va dire que vraiment lui-même, il est surpris de la grandeur de Dieu et de sa grande sagesse, de savoir qu'il a pu placer une âme dans le corps d'un être qui est noir. Et on va mettre ce qu'on appelle le code noir en place pour dire qu'on considère l'homme noir comme un meuble, c'est-à-dire comme une chaise, comme par exemple comme un téléphone que tu es en train de regarder là. L'homme noir a été considéré comme ça. C'était le droit international. Et donc, l'homme noir n'appartenait pas à la catégorie de l'humain, de l'homme. On appartenait, toi, moi, vous, on appartenait à la catégorie des meubles. C'est-à-dire à la catégorie de ce qui n'est pas humain. Donc là, on pouvait nous vendre comme on peut vendre un téléphone. On pouvait nous vendre comme on peut vendre un âne. On pouvait nous vendre, on pouvait nous tuer comme on peut tuer son mouton. C'était ça le droit international. Mais ils ne se sont pas limités à ça. Quand plus tard le monde a changé et qu'ils ont voulu améliorer, c'est le continent même qu'ils ont dépecé. Souvenez-vous de la conférence de Berlin. C'est au nom du droit international qu'ils ont dépecé l'Afrique. Et quand ils ont dépecé l'Afrique, là, les membres d'une même famille se sont retrouvés sur 3 continents. C'est les membres d'une même famille. Certains se retrouvent en Congo-Kinshasa. Certains se retrouvent en Angola. Certains se retrouvent en Ouganda. On les a divisés pour pouvoir mieux les maîtriser. Et aujourd'hui, là, regardez nos frontières artificielles. Et ça a été comme ça partout dans le monde où les Européens ont pu conquérir. Parce que c'est eux qui possédaient la loi du plus fort. Ils ont divisé les terres, ils ont imposé leurs règles. Ça, c'était la loi du plus fort. Et c'est à cela aujourd'hui que nous assistons. On a appelé et on a parlé d'indépendance des pays africains. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé? Depuis les années 60,
On a assisté régulièrement à des changements de régime opérés par des puissances se trouvant hors du continent. Quelle est la différence entre ce que les Américains viennent de faire au Venezuela et la façon dont Bokassa a été renversé en Centrafrique? Chers parents, qui a renversé Bokassa avec ses 17 femmes jusqu'à ce qu'il vienne à Yamoussoukro et qu'il meure abandonné, humilié? Mais souvenez-vous de votre propre histoire, chers Africains. Souvenez-vous d'où nous venons et ne vous laissez pas distraire. Ces événements doivent vous demander et vous imposer que nous devrons chercher la méthode pour être parmi les plus forts. Sinon, si tu ne t'inscris pas parmi les plus forts, tu seras toujours parmi les plus faibles. Ce qui est arrivé à ce monsieur au Venezuela n'est pas un fait nouveau. Et même je dirais que le Venezuela m'a été sauvé. Parce que ce n'était pas une guerre contre le Venezuela. Et les Américains sont gentils. Même si les Américains voulaient, ils pouvaient bombarder tout Venezuela, là, il n'allait rien avoir. Il n'allait pas avoir quelqu'un sur la planète Terre là, pour dire pourquoi vous avez fait ça. Donc même dites merci même à Donald Trump. Il allait exfiltrer. Il y a eu pas plus de 50 à 100 morts. Donc dites merci. Parce que ça aurait pu être une guerre qu'on aurait rasé le Venezuela et puis ça n'allait même pas aller quelque part. Parce que quand tu as la force, que tu n'utilises pas ta force, c'est comme un premier de classe qui dit « Je refuse d'être premier parce que tout le monde est dernier en classe ». Mais il y a eu combien de coups d'État dans nos pays? Hier, je vous ai parlé de l'hypocrisie de la France. Mais c'est parce que la France sait qu'elle a une force sur les différents camps qu'elle les divise pour les maîtriser. Si la France était faible là, elle n'allait pas réussir à maîtriser les deux camps. La France n'a pas supporté en 2020 Soroguium. La France a supporté le CNT. Mais en 2025 là, est-ce que vous avez entendu la France parler? Parce que entre-temps, la force d'Alassane Ouattara s'est accrue dans le monde. Alassane Ouattara a tiré les leçons de 2020 et il a anticipé sur les événements. Est-ce que vous avez entendu les Français faire une déclaration? Et tous les stratagèmes qu'ils avaient voulu faire pour avoir leur mot à dire là, ils nous ont donné 12 millions d'euros. On dit on ne veut pas, nous on va organiser cette élection. Là comme ça, personne ne va mettre sa bouche dedans. Mais quand on a cherché à être fort là, à conduire nous notre navire là, est-ce que vous avez vu quelqu'un parler dans nos élections? Donc là, même si tu n'es pas parmi les plus forts, apprends à savoir dépendre de toi-même. Les événements qui se sont passés le 3 janvier 2025 là, doivent nous enseigner beaucoup de choses. Ça doit nous ramener au passé, ça doit nous enseigner ce que le monde est, mais ça doit nous dire, nous devions savoir où mettre nos pas. Et nous devons nous donner des objectifs pour devenir les plus forts de demain. Ou mais tout au moins, ne pas être victime des plus forts. Sinon là, une fois que tu n'es pas le plus fort là, tout ce qui t'arrive là, c'est le droit international. Quand tu n'es pas le plus fort, ce qui t'arrive là, c'est ça le droit international. Il faut regarder ça avec un œil de vérité pour l'accepter. Si moi j'étais la France, avec le bateau de guerre Tonnerre qui est garé dans les eaux de l'Atlantique là, dès le 4 là, je bombardais en même temps le Niger. J'ai dit je bombardais le Niger, je rentrais en guerre pour reprendre et puis imposer quelqu'un que je veux. Mais comme les Français sont des hypocrites et des lâches, ils aiment toujours jouer avec les situations. Sinon là, ils ont toutes les raisons aujourd'hui de bombarder Tiani, de bombarder pour faire respecter la décision du tribunal international qui dit que l'uranium, les 1400 tonnes là vous appartiennent. Mais comme la France, ils ont développé l'hypocrisie, et quand tu as des présidents Woubi, voilà, tu ne peux pas décider, c'est à cause de ça. Sinon, s'ils avaient un président qui bandait comme Taman Robert, là, depuis ils ont frappé le Niger et puis c'est fini. Mais chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui font les coups d'État en Afrique, là, les coups d'État, là, est-ce que c'était aux Africains que ça profitait? Demandez-vous, il y a eu combien de coups d'État au Burkina Faso? Il y a eu 8 coups d'État au Burkina Faso de 1966 jusqu'en 2022. Il y a eu 8 coups d'État. Mais est-ce que vous avez vu tous ces coups d'État là, est-ce que ça profitait au Burkinabé? Mais pourtant ça profitait à quelqu'un. Ceux à qui ça profitait là, ce sont les puissances étrangères qui sont hors du continent africain. Tous les coups d'État qui se sont passés en Afrique là, ont profité à quelqu'un, sauf aux Africains. Mais c'est ça le droit international. C'est ça qu'il faut qu'on vous rappelle. Ce n'est pas la première fois que les Américains
vont renverser et arrêter un chef d'État en Amérique latine, leur jardin intérieur ou ailleurs. A-t-on oublié ce qui est arrivé à Saddam Hussein ou à Kadhafi? L'ex-URSS a pendant longtemps régenté la vie politique de l'Europe de l'Est qui était sous sa coupe. Ce que aujourd'hui l'Amérique a fait là, c'est ce que la Russie faisait aux pays de l'Europe de l'Est. Quand ils n'aiment pas un dirigeant, ils l'enlèvent, ils mettent un autre. Donc là, si toi tu penses qu'aujourd'hui ce que tu vois, parce que toi tu existes aujourd'hui là, tu n'as pas lu là. Oui, tu ne te renseignes pas là, tu as raison. Mais c'est comme ça que le monde a toujours été. Prenez l'Europe de l'Est là. Avant, quand la Russie, on appelait ça URSS, l'Union des républiques soviétiques là. Allez voir tous les pays de l'Europe de l'Est, Yougoslavie, Tatatavi, Tototovi, tout ça, tout Europe de l'Est là. C'est eux qui décidaient. Quand ils disent qu'ils ne veulent plus te voir d'ici matin là, on te donne 3 minutes pour quitter le pouvoir. Ou on te décime. Mais si l'Amérique vient nous rappeler que cette règle est toujours en vigueur, et que chacun dans son carré peut faire ce qu'il veut. Si toi ça te choque, c'est parce que tu es faible et tu recherches la justice. Et ce que toi tu appelles justice, c'est que les plus forts arrêtent d'exercer leur force pour toi te faire plaisir. Le monde n'a jamais fonctionné comme ça. Et si tu penses comme ça, tu es en train de te berner toi-même. Donald Trump n'a rien inventé. Hey, Donald Trump là, il n'a rien inventé de nouveau. Il n'a rien fait qui soit mal. Il n'a fait que nous rappeler ce que le monde était en train de faire semblant d'avoir oublié. Il fait ce que tous ses prédécesseurs ont fait. Et ce que de nombreux chefs d'État européens ont aussi fait. Chacun a son style. Et qu'ils continueront de faire. La différence avec Donald Trump est qu'il est sans filtre. Il ne triche pas. Il avait dit qu'il convoitait le pétrole vénézuélien. Il n'a pas caché sa joie d'y avoir mis la main. Il a aussi dit qu'il veut le Groenland et le Canada. Il les prendra. Et ça pour de vrai. Un général français n'a-t-il pas dit récemment que l'Europe ne peut pas accepter de voir ses portes au continent africain? Avec sa très forte démographie et ses richesses échappées à son contrôle. Et il a été question, dans de nombreux débats en Europe, de recoloniser l'Afrique. Ne nous berçons plus d'illusions. Si la nécessité impose à l'Europe de revenir à nouveau coloniser directement l'Afrique, elle le fera sans aucun état d'âme. Chers parents, c'est parce que vous, moi, on est faibles, on est des lâches, qu'on est en train de se plaindre. Le pouvoir que Donald Trump a, le pouvoir que les plus forts ont, si on vous donne le même pouvoir, vous n'allez plus réfléchir de la même manière. Arrêtons d'être des hypocrites. Acceptons notre condition. Mais je vais encore vous rappeler ce que le monde est et ce que le monde même pourra être. Ce que Donald Trump a fait, c'est ce que tout le monde a toujours fait. Les Européens même font ça toujours. Il y a eu combien de génocides sur le continent africain? Mais ce n'était pas les Américains qui l'ont fait. Ce sont les Européens qui l'ont fait. Souvenez-vous, allez un peu dans l'histoire de l'Afrique. Tapez les génocides en Afrique. Vous n'allez pas voir que ce sont les Américains qui l'ont fait. Mais est-ce que l'arrestation d'Hugo Chavez là, de Maduro là, est-ce que ça c'est plus choquant que les massacres des peuples en Afrique qui ont été réalisés par les Européens au nom de la colonisation, au nom du fait qu'ils sont en train de nous apporter la civilisation? Vous dites que vous voulez donner ce qui est bien à quelqu'un, mais vous décimez complètement la population. Mais c'était ça le droit. Ce qui peut vous choquer là, c'est que Donald Trump là, lui il fait ça sans vaseline. Il est propre dans ce qu'il fait et il frappe là où il faut, il ne triche pas. Est-ce qu'il a caché à quelqu'un? Il dit, je veux le Venezuela. Au-delà de tout ce que les gens veulent dire là, oui, le pétrole Venezuela, je veux ça. Mais c'est mieux de nous dire ça. Plutôt que de dire non, il y a arme de destruction massive, et puis maintenant on bombarde pour le même résultat. Lui, il a été clair, il a été franc, et moi j'aime ça. C'est que vous oubliez, il dit, il va frapper la Colombie, il va frapper le Groenland, il va frapper le Canada. Il n'a pas caché. Maintenant la question c'est quand et comment ça va se passer. Sinon à dire qu'il ne va pas le faire, n'hésitez pas. Sauf si son mandat fini.
Donc les pays qui ont été cités là, il ne s'agit plus de dire qu'est-ce qu'on a fait. Non, mais c'est comment vous allez négocier maintenant pour vous en sortir. Est-ce que ça va se passer dans la négociation, mais dans la violence? C'est à cela qu'on en est maintenant. Bon, vous les Africains, vous ne connaissez pas Groenland, vous ne connaissez pas Canada, c'est pas grave. Mais vous connaissez au moins Afrique. Est-ce que vous savez que actuellement, en 2025 là, l'Europe là, tout est en train de se gâter là-bas. La population est vieillissante. L'économie est en train de s'effondrer. Et aujourd'hui là, l'Europe même son existence est menacée. La Russie veut attaquer l'Europe de l'Ouest. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils disent si les choses se passent mal pour nous et qu'on n'atteint pas nos objectifs, est-ce qu'il ne serait pas mieux de recoloniser l'Afrique? Bon, en 2025 là, la question est en train d'être étudiée par les Européens. Est-ce qu'il ne faut pas recoloniser votre Afrique là? Vous êtes assis en train d'ouvrir vos bouches, que vous avez payé, vous avez gna vous avez gna là. Actuellement, en 2025 là, ils sont en train de se dire, tel que les choses se passent pour nous, si ça reste comme ça là, on sera obligé d'annexer l'Afrique et de recoloniser les couillons que vous et moi sommes. Ça là, quand ils vont nous recoloniser directement en Afrique là, est-ce qu'ils vont penser à Dieu? Est-ce qu'ils vont penser à la loi du plus fort, du plus faible? Asseyons-nous et regardons la suite. Que les Africains qui attendent que le reste du monde vienne les aider à se développer le comprennent pour une bonne fois. Lorsqu'on a mené leurs ancêtres en Amérique comme esclaves, ce n'était pas pour les aider. Lorsqu'on était venu les coloniser, ce n'était pas non plus pour les aider. Et aujourd'hui comme demain, personne ne viendra nous aider. Et le moment est certainement venu pour les Africains de réfléchir maintenant à des stratégies qui leur permettront de sortir de leur misère, en tenant compte des rapports de force dans le monde. Dans d'autres pays du monde, on a connu la colonisation, on a connu l'humiliation, mais ils sont devenus des grandes puissances respectées aujourd'hui. Chers Africains, quand les Blancs sont venus, et puis ils ont commencé à nous chasser, et puis ils ont pris les gens comme esclaves là, mais ils ont dit que c'était pour la bonne cause. Ils ont dit que c'était pour nous aider. Quand les Blancs sont venus et qu'ils ont transformé nos ancêtres en esclaves en Amérique là, ils disent que c'était pour nous aider. Quand les Blancs sont venus pour nous imposer la colonisation, ils disent que c'était pour nous donner la civilisation. Quand les Blancs sont venus pour nous imposer leur religion, ils disent que c'était pour sauver nos âmes. Parce qu'avant là, ils ne nous donnaient même pas une âme. Avant, le noir était considéré comme un être, comme un meuble qui n'avait pas d'âme. Mais quand ils ont accepté que nous avons une âme, ils ont trouvé qu'ils avaient une mission de nous civiliser. Ils nous ont donc accordé une âme. Et donc c'est avec leur religion qu'on va rentrer dans leur paradis. Et pour ça, là, ils ont effacé la religion de toi, tes ancêtres, pour imposer leur religion. Et aujourd'hui, là, toi-même, là, tu fonctionnes avec leur paradigme, et leur paradis et leur enfer. Ça, là, c'est pas la loi du plus fort. Hein. Même dans ta vie après la mort, là, c'est eux qui décident de ton destin. Ça, encore, c'est pas la loi du plus fort pour toi. Donc, toi, tu n'étais pas civilisé. Quand ils sont venus te trouver, tu n'avais aucune culture. Mais eux, ils disent que c'est pour eux qui étaient bien. Ils t'ont imposé ça. Aujourd'hui, tu portes habit, tu parles leur langue. Ça ne t'a pas choqué. La langue française que tu parles là, la langue dans laquelle tu es en train de m'écouter là, toi tu comprends ça, mais ta langue du village là tu comprends pas, ça ne te choque pas. C'est parce que l'autre a été plus fort que toi qu'il t'a fait oublier ta langue maternelle. Et ça ne te choque pas. C'est l'arrestation de Maduro qui te choque. Toi qui n'arrives pas à parler ta propre langue maternelle, parce que quelqu'un te l'a imposé. Est-ce que c'est avec la faiblesse qui t'a imposé? La force n'est pas seulement la force brute, la force se trouve aussi dans l'intelligence, de convaincre l'autre à me suivre. Ça s'appelle la force douce. Voilà dans quoi tu vis aujourd'hui. Donc, si ce qui est arrivé te choque là, moi je te dis que c'est une bénédiction qui est là aujourd'hui. C'est une bénédiction parce que tu dois être capable de te dire pourquoi c'est moi qui souffre toujours? Pourquoi c'est moi qui suis toujours la victime? Pourquoi c'est moi qui suis toujours du mauvais côté de l'histoire? Et ces questions-là vont t'amener à se dire, est-ce qu'il ne faut pas que moi je change de stratégie? Est-ce que les autres viendront un jour pour faire mon bonheur à ma place? Est-ce qu'en soutenant les Russes, en soutenant les Américains, est-ce que j'aurai mon bonheur dedans? Est-ce que le temps n'est pas venu pour moi-même de réfléchir, de mettre des stratégies en place pour sortir de ma propre misère?
en comprenant que le monde a toujours été contrôlé par les rapports de force et que dans ces rapports de force-là, aujourd'hui, là, si je suis humilié, si j'ai été colonisé, je peux devenir quelqu'un de grand si je commence à me faire respecter, si nous commençons à nous unir et si nous commençons à changer de manière de réfléchir. Personne ne fera notre bonheur à notre place. Tant que tu permets que les autres t'humilient, c'est justement parce qu'on arrive à humilier un peuple que le peuple qui humilie gagne de la force. Tant que tu acceptes que les autres marchent sur toi, tu permets que le droit international tel qu'il est, la loi du plus fort, puisse être une réalité. C'est parce que vous les faibles, vous acceptez d'être faibles. Mais vous pouvez changer les paradigmes. Vous pouvez, avec le peu que vous avez, petit à petit, vous reconstruire pour changer les paradigmes. Si on veut que ce monde-là ne soit plus dirigé par la loi des plus forts, vous les plus faibles là, commencez déjà à enlever dans vos têtes que vous êtes des chasse-mouches, vous êtes des faire-valoir. Changez votre manière de penser. Commencez à vous unir. Commencez à travailler pour ne plus dépendre de quelqu'un. Et petit à petit là, quand vous serez indépendant et que vous n'allez plus dépendre de quelqu'un, on va voir si la loi du plus fort va continuer ou pas. La loi du plus fort continue parce que les plus faibles ne veulent jamais sortir de leurs conditions de plus faibles. C'est aussi cette vérité-là qu'il faut qu'on vous dise. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente année 2026, année de paix, de joie, de santé, et que le bonheur soit votre compagnon de tous les jours. Ma vérité aura certainement pu vous choquer, mais que cette année vous permette de retrouver le goût du travail, qui est le seul moyen de se libérer du sous-développement, et le goût de comprendre la réalité et de l'accepter, qui sera la seule matière pour vous libérer et devenir, peut-être dans 200 ou 300 ans, les plus forts. Merci. Mesdames et messieurs, nous passons à l'édito de Mère Blanc. Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur pour vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre He made Ivory Coast great. Le président Ouattara reste incontestablement le meilleur des présidents. Ne vous y trompez surtout pas sur l'origine de son efficacité légendaire et sa dextérité à défaire les nœuds que dressent au travers de son chemin ses adversaires politiques. Il fut simplement un très bon élève. Cet élève qui ne se contente pas de recevoir une connaissance vaine, non, mais il est cet élève qui sublime la connaissance acquise avec sa propre capacité intellectuelle. C'est ce qui lui confère cette image d'homme au double cerveau. Entre nous, que représente Gbagbo face à Ouattara? Gbagbo, l'élève des remarquables sociaux gauchos français, mais Gbagbo qui donne l'impression d'avoir tout appris de ses amis gauchos sans avoir rien retenu. Oh, Ouattara a beaucoup appris de son séjour au pays de l'oncle Sam. Et aujourd'hui, il le démontre à travers sa ténacité, à rendre son peuple heureux et fier. D'aucuns l'avaient surnommé Magellan, en référence à ce navigateur portugais Fernand de Magellan. Oui, seulement ces mauvaises langues croyaient lui coller une appellation dépréciative, mais qui s'avérera appréciative. Il s'agit de Prado, quoi. Donnez-lui de la merde, il en fait de l'or, et de l'or pur. Le président Ouattara a arpenté le monde. Nous ne disons pas non. Mais jamais aucune porte lui est restée close. A-t-il contracté des dettes pour son pays? Oui, mais
sachez on ne prête qu'à celui qui est solvable. Et Ouattara l'est. Il est loin d'être celui qui se targue d'être le chef d'un PPTE. Grâce à Ouattara, la Côte d'Ivoire s'impose aujourd'hui au reste du monde. Grâce à son football, grâce à sa gastronomie, ses arts et cultures. Que puis-je dire au président Ouattara, si ce n'est merci. Au revoir et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blond. Merci encore pour cette belle thématique qu'elle développe. Elle nous démontre encore une fois de plus que pour maîtriser ce monde, il faut le connaître. Tu ne peux pas rester dans ton village aujourd'hui, rester dans tes anciens paradigmes et connaître le monde. Et si le monde ne te connaît, si tu ne connais pas le monde, va te présenter au monde pour qu'au moins le monde te connaisse. Même si toi tu n'arrives pas à connaître le monde, sors, présente-toi au monde pour que le monde sache que tu es là. Et c'est ce qui aura permis au président Ouattara d'être un des meilleurs dirigeants en Afrique. Il a compris que ce n'est pas dans la confrontation. Il a compris que ce n'est pas dans la fanfaronnade. Où tu es faible, tu acceptes ta faiblesse. Tu négocies pour avoir ce que tu peux avoir. Et en moins de 15 ans, il a fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui une zone de rencontre de toutes les cultures, de toutes les civilisations. Ce n'est pas un hasard. Quand là vous voyez des gens ignorants vous parler de révolution, Alassane Ouattara vous parle d'évolution en termes de développement. Là où les gens vous parlent de faire la violence, lui vous dit la force, ce n'est pas faire du bruit. Parce que la meilleure force d'un être humain, c'est de construire et de s'améliorer. Les chers Ivoiriens, aujourd'hui, vous pouvez être fiers de votre président. Parce qu'il est la barrière de protection entre vous et plusieurs dangers de ce monde. Il suffit simplement que vous ouvriez les yeux de vos esprits. Vous allez comprendre que Alassane Ouattara n'est pas simplement un président, mais c'est aussi la barrière de protection entre vous et plusieurs dangers de ce monde. Et je vous donne un seul danger. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire, avec le pétrole qu'on a aujourd'hui, là, on peut être parmi les pays producteurs de pétrole dans le monde. Si nous n'avons pas un homme aussi solide, je ne parle même pas du djihadisme et autres. Vous pensez que quand les Tidjam Tiam, les Macron soutiennent les Tidjam Tiam et autres là, vous pensez que c'est à cause des 322 462 km²? Vous pensez que c'est par amour qu'ils sont venus? Hey, le combat qu'on était en train de mener là, ils disent, avec toutes les découvertes qui ont été faites, des découvertes de gisements d'or à taille mondiale qui ont été faites, le pétrole qui est découvert, qui peut rendre la Côte d'Ivoire pays producteur de pétrole. Mais aujourd'hui, les grandes multinationales qui connaissent la valeur du pétrole mieux que vous et moi, là, c'est elles qui engagent les intérêts sur les pays. Les guerres que vous voyez dans les pays, là, c'est des guerres économiques. C'est les grands groupes économiques. Une fois que ton pays est faible, là, ils viennent là, ils financent des fils du pays pour vous attaquer. Tidjam Tiam était un fils du pays qui a été financé pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et c'est ce travail-là que nous avons fait, en démontrant que ça ne marchera pas. Allez demander à Tidjam Tiam, pourquoi tu es venu? Tidjam Tiam vous dira, en 2000 quelque chose, on avait décidé avec la France, moi avec les Insous, on avait décidé comment la France, on va aider les Français à maîtriser et à mettre l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, on ne parle pas de vous les populations, on parle des richesses de l'Afrique sous la domination française. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mieux indiqué que celui qu'on a pris pour faire ce travail-là? Ils ont essayé le cas Zinsou au Bénin. Donc nous autres là, quand ils ont essayé la même chose en Côte d'Ivoire, on dit ça ne marche pas. Et c'est pourquoi il est bon d'être éduqué. Si on n'était pas éduqué là, on allait dire ouais c'est vrai, c'est bien, c'est comme ça. Mais nous on a vu dans le jeu. Mais derrière chaque agent là, il y a des groupes d'intérêt. Et il y a Mackenzie qui est derrière. Et donc ça là, ces grands groupes là voulaient prendre les richesses de la Côte d'Ivoire comme leur propriété.
Et c'est Chakadian qui allait être leur homme lige. Si Alassane Ouattara n'était pas fort, là, votre pays, là, aujourd'hui, là, quand vous voyez les Burkinabés, les Maliens dire qu'ils veulent la Côte d'Ivoire, là, ils vous disent clairement, c'est à cause des richesses qu'ils veulent. Mais ça veut dire quoi? Pour bénéficier de ces richesses-là, ils vont massacrer vous, les populations qui êtes sur la terre. Donc ce monde n'est pas fait pour être une scène de jeu. Mais Alassane Ouattara est venu, un pays en ruine, il en a fait aujourd'hui de l'or. Et donc ne soyez pas surpris que ceux qui en tombent amoureux de la Côte d'Ivoire, que c'est parce qu'ils ont été frappés par le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils se rendent aujourd'hui compte du poids de la Côte d'Ivoire. Et ne voyez pas Soro Guillaume, ne voyez pas Chakadian, ne voyez pas Babo. Ce sont des intérêts qui sont derrière chacun d'eux. C'est parce que les intérêts d'Alassane Ouattara et la qualité de l'homme Ouattara a été plus convaincant qu'il a pu les dominer. Si vous tapez le groupe Mackenzie, vous allez comprendre ce qui est derrière. Donc, arrêtez de vous amuser. Ne pensez pas que vous venez écouter ces directs-là, c'est intéressant, vous partez. On vous donne des réalités profondes pour que vous compreniez comment le monde là fonctionne. Et c'est ce que Mère Blanc a fait ce matin. Pour nous dire, si on ne cherche pas à avoir des gens comme Ouattara là, notre destin sera toujours dans les poubelles. C'est à nous de faire les choix qu'il faut. C'est à nous d'ouvrir nos esprits. Et c'est à nous de nous adapter aux réalités du monde. Merci à tous ceux qui nous ont suivis.